Tout ce que nous cherchons à protéger se retrouve aujourd'hui sous pression. Notre liberté personnelle est visée. Nos droits fondamentaux sont remis en cause. Et même l'indépendance de notre nation fait l'objet d'une attaque. Pendant des années, Marine Le Pen a maintenu un équilibre délicat. À Paris, elle était la patriote ardente s'adressant directement aux Français au sujet de la fierté nationale et des dangers de l'influence étrangère. À Bruxelles, cependant, elle portait un masque différent, celui de la diplomate charmante, souriant lors des séances photos, naviguant avec prudence dans les couloirs interminables de la bureaucratie européenne. Ce double rôle lui permettait d'évoluer dans deux arènes politiques très différentes. Mais il la faisait aussi paraître contradictoire, critiquant l'Europe chez elle, tout en coopérant à l'étranger. Ce jeu a maintenant atteint son point de rupture. Le récit dépeint cela comme le moment où Marine en a assez. Plus de compromis, plus de sourires polis. Son message à Ursula von der Leyen est décrit non comme une légère pression d'une partenaire, mais tout ce que nous cherchons à protéger se retrouve aujourd'hui sous pression. Notre liberté personnelle est visée. Nos droits fondamentaux sont remis en cause. Et même l'indépendance de notre nation fait l'objet d'une attaque. Pendant des années, Marine Le Pen a maintenu un équilibre délicat. À Paris, elle était la patriote ardente s'adressant directement aux Français au sujet de la fierté nationale et des dangers de l'influence étrangère. À Bruxelles, cependant, elle portait un masque différent, celui de la diplomate charmante, souriant lors des séances photos, naviguant avec prudence dans les couloirs interminables de la bureaucratie européenne. Ce double rôle lui permettait d'évoluer dans deux arènes politiques très différentes. Mais il la faisait aussi paraître contradictoire, critiquant l'Europe chez elle, tout en coopérant à l'étranger. Ce jeu a maintenant atteint son point de rupture. Le récit dépeint cela comme le moment où Marine en a assez. Plus de compromis, plus de sourires polis. Son message à Ursula von der Leyen est décrit non comme une légère pression d'une partenaire, mais comme la déclaration tranchante d'une leader qui refuse de plier davantage. La tension est présentée de manière presque théâtrale. Une présidente française, patiente, qui pendant des années a essayé de jouer selon les règles de Bruxelles, perd enfin patience et décide que la souveraineté doit primer, même au prix de l'harmonie européenne. Cette rupture n'est pas présentée comme un désaccord mineur sur une politique. Elle est dépeinte comme une fracture historique, une ligne tracée dans le sable. Le portrait suggère que Marine ne croit plus au leadership de l'EU comme une force guidante, mais qu'elle le voit plutôt comme un danger pour l'indépendance de son pays. Ainsi, avec un discours, elle passe de participante prudente à rebelle ouverte, transformant la scène européenne en champ de bataille où la France, sous sa surveillance, ne se soumettra plus en silence. Le cœur de la colère de Marine, tel que raconté ici, réside dans ce qu'elle et ses alliés décrivent comme une attaque contre la souveraineté nationale. Bruxelles même a dévoilé ce qu'elle appelait le mécanisme de solidarité obligatoire. Derrière le jargon bureaucratique, le plan exige que chaque État membre de l'EU accepte un quota fixe de migrants. Si un pays refusait, la punition serait financière. Gel des fonds de cohésion, blocage des subventions agricoles, les lignes de vie même dont dépendent les économies plus faibles. Pour Marine, c'était le point de non-retour. La France, déjà sous une immense pression due à la migration à travers la Méditerranée et la Manche, se voyait imposer des quotas sans débat, sans compromis, avec la menace d'un chantage économique planant au-dessus de sa tête. La vidéo dépeint cela comme rien de moins qu'une déclaration de guerre contre les nations indépendantes. Pas de coopération, mais de la coercition. Pas de solidarité, mais de la soumission. Ce qui a alimenté la fureur encore plus, c'était le plan d'établir une chambre d'asile européenne, un organisme supranational capable d'annuler les décisions nationales en matière d'asile. Cela signifiait que Paris, Varsovie ou même Berlin pouvaient dire non à une demande pour que Bruxelles décide ultérieurement oui. Pour les partisans de Marine, c'était l'insulte ultime. Des gouvernements élus, choisis par les citoyens, dépouillés du pouvoir de décider qui peut ou non vivre dans leur pays. C'est ce cadrage de la souveraineté volée et remplacé par un contrôle central qui donne à la confrontation de Marine son poids. Ce n'était pas juste un autre argument sur les réglementations de l'EU. C'était présenté comme un combat pour l'âme de l'Europe elle-même. Si les nations se gouvernent elles-mêmes ou si elles s'inclinent devant une élite non élue à Bruxelles. Le pacte migratoire proposé n'était pas seulement une question de partage de responsabilités.
Il était présenté comme un chantage financier. Si la France refusait de jouer le jeu, Bruxelles pouvait geler des fonds cruciaux, fonds de cohésion destinés à soutenir les infrastructures, subventions agricoles qui maintiennent les agriculteurs à flot, les ressources mêmes dont Paris dépend. Pour Le Pen, cela transformait l'EU d'une communauté d'égaux en un disciplinaire brandissant un bâton. Dans cette lumière, ce n'était plus de la solidarité, mais de l'extorsion. Le récit monte vers un crescendo dramatique ici. Marine réalisant que le leadership de l'EU n'est pas simplement mal guidé, mais fondamentalement faible et incompétent. Des rapports de Paris décrivent la performance humiliante d'Ursula von der Leyen lors des négociations commerciales transatlantiques avec Donald Trump comme la goutte d'eau finale. Voir la présidente de la Commission européenne trébucher, supposément déférente et surpassée, a convaincu Marine que si l'avenir de la France dépendait de Bruxelles, le pays serait condamné. Ainsi, elle a décidé que la survie signifiait la résistance. L'histoire cadre ce moment comme son éveil personnel, Marine déclarant que la France ne mendierait plus, ne compromettrait plus en silence. Au lieu de cela, elle affronterait le système de franc, exposant ses failles et protégeant sa nation de ce qu'elle voyait comme une perte rampante de liberté, mais comme une bataille morale. Les enjeux sont délibérément élevés. Non seulement la politique française sur les migrants, mais l'avenir de l'autodétermination en Europe. Ces mots et ces actions, dès lors, sont présentés comme faisant partie d'une contre-offensive délibérée, un renversement des rôles contre ceux qui croyaient pouvoir la discipliner. Le drame de ce récit réside dans son cadrage. Une leader se tenant seule, brisant les chaînes de la coercition financière que Bruxelles essayait d'enrouler autour de son pays. Pour bien comprendre le prochain mouvement de Marine, il faut voir la ruse derrière. Plutôt que de simplement rejeter le pacte migratoire, elle annonçait un plan à elle. La France émettrait un demi-million de permis de travail pour des travailleurs étrangers. À première vue, cela semblait contradictoire. Pourquoi quelqu'un d'aussi critique envers la migration ouvrirait soudain la porte à 500 000 étrangers? Mais le script le présente comme un coup de maître stratégique. En proposant une telle mesure, Marine a déplacé le champ de bataille. Ses critiques ne pouvaient plus la peindre comme anti-travailleur ou strictement anti-immigration. Au lieu de cela, elle traçait une ligne nette entre une migration contrôlée, légale et bénéfique d'un côté, et des influx chaotiques et incontrôlés de migrants de l'autre. Cela lui permettait de s'opposer fermement aux diktats de Bruxelles, tout en se présentant comme pragmatique et visionnaire. Elle ne fermait pas les portes. Elle décidait lesquelles ouvrir. La manœuvre divisait aussi ses opposants. La gauche européenne peinait à l'attaquer. Si on l'accusait d'être anti-immigré, elle pouvait pointer son plan massif de visas de travail. Si on l'accusait de saper les droits des travailleurs, elle pouvait souligner comment sa politique créait des opportunités pour des travailleurs légaux. C'était un piège rhétorique conçu pour neutraliser ses critiques et embrouiller le récit. Pourtant, le script admet que Le Pen a plus tard reculé sur la proposition, reconnaissant une erreur de calcul. Mais même en retrait, le point avait été fait. Elle avait montré qu'elle pouvait manipuler la conversation politique, déjouer Bruxelles et se présenter non comme une réactionnaire, mais comme une stratège. L'épisode renforçait le thème plus large. Marine ne résistait pas seulement. Elle jouait le jeu à ses propres conditions, choisissant quand attaquer. Et quand la confrontation a atteint son point d'ébullition lors d'une réunion houleuse du Conseil européen, selon le récit, le chancelier allemand Friedrich se tenait droit, portant l'arrogance de l'autorité berlinoise. Il a fait la leçon à Paris, déclarant que la crise migratoire ne pouvait pas être utilisée pour des gains populistes et que la France devait accepter les directives de Berlin et de Bruxelles. Pour de nombreux Français, ces mots sonnaient comme une insulte, un écho d'une longue histoire d'être dictée par les puissances du Nord plus fortes. Mais Marine était prête. Sa réponse a traversé la salle avec précision. La France n'est pas le terrain de jeu de l'Allemagne. Nous sommes une nation avec 1000 ans d'histoire et nous ne danserons pas sur votre musique. Le silence qui a suivi était soi-disant assourdissant. Des observateurs décrivent Merz visiblement ébranlé, peinant à se remettre, tandis que les délégués italiens et espagnols cachèrent leur sourire derrière leurs mains. À cet instant, l'équilibre des pouvoirs a basculé, ne serait-ce que symboliquement, de Berlin vers les nations défiantes du Sud et de l'Est. Le drame de cet échange est central à l'image de Marine.
Plus une diplomate hésitante, elle apparaissait comme la défenderesse intransigeante de la dignité française. La scène est présentée comme plus qu'un argument politique. C'est dépeint comme une victoire culturelle, un moment où une nation plus petite s'est dressée contre le poids lourd de l'Europe et a refusé de s'incliner. Ce type de narration transforme les désaccords politiques en mythification, présentant Marine comme un David face au Goliath de la domination allemande. Ce qui rend ce récit puissant, c'est sa résonance au-delà de la France. D'autres nations qui se sentaient depuis longtemps sermonnées par Bruxelles et Berlin voyaient dans sa défiance un modèle, une preuve que la résistance était possible. Ce n'était pas seulement la France qui gagnait grâce à sa réplique tranchante, mais l'idée entière de souveraineté en Europe. Le compte-rendu continue avec l'affirmation que la défiance de Marine a eu des résultats tangibles immédiats. Du jour au lendemain, les déclarations officielles du sommet ont été réécrites. Les références à la solidarité obligatoire ont été discrètement supprimées, comme si l'EU elle-même avait été forcée de reculer. Pour ses partisans, c'était rien de moins qu'une victoire totale. Une présidente entrant dans les halls du pouvoir en infériorité numérique et désarmée, mais émergeant avec le langage de Bruxelles réécrit en sa faveur. Pour Ursula von der Leyen, c'était dépeint comme une défaite humiliante. La présidente de la Commission, souvent présentée comme le visage de la centralisation européenne, avait soi-disant essayé de discipliner Le Pen pour être repoussée devant ses pairs. Le symbolisme du moment était riche. L'élite bureaucratique, habituée à la conformité, soudain confrontée à une leader refusant d'obéir. Ce récit va plus loin, décrivant l'EU comme un système pourrissant, dirigé par une impératrice non élue, sans mandat. Von der Leyen est peinte non comme une leader choisie par le peuple, mais comme une bureaucrate présidant une armée d'officiels non élus, produisant des réglementations qui étouffent les économies. Du Green Deal controversé qui risque le déclin industriel en Allemagne, au pacte migratoire qui impose le chaos, Bruxelles est dépeinte comme une machine détachée de la réalité, se nourrissant de pouvoir plutôt que de servir ses citoyens. La victoire supposée de Marine contre cette machine devient plus qu'un gain politique. Elle est dramatisée comme une renaissance de la fierté nationale en France, un renouveau de la souveraineté longtemps étouffée. L'idée est simple mais puissante. Une leader s'est dressée contre le courant de la bureaucratie et a gagné non seulement pour son pays, mais pour le principe de la démocratie elle-même. Les suites de la confrontation de Marine étaient bruyamment formulées, non seulement comme une onde politique, mais comme une vague de réveil national. En France, l'humeur a soi-disant changé du jour au lendemain. Les journaux parlaient d'une fierté nationale renaissante, longtemps supprimée sous le poids du contrôle technocratique. Les citoyens qui voyaient autrefois la politique avec cynisme se ralliaient maintenant derrière leur présidente, la voyant comme la défendresse de l'honneur français sur la scène internationale. Les sondages suggèrent que sa position résonnait largement. Jusqu'à 76% des Français la soutenaient, y compris des groupes qui s'opposaient normalement à son gouvernement. Même les syndicats, habituellement ses critiques les plus féroces, exprimaient leur soutien. Le message avait traversé le clivage idéologique. Peu importe gauche ou droite, la leader française défendait son peuple contre ce que beaucoup percevaient comme une ingérence externe. Le soutien ne se limitait pas à la France. À travers l'Europe, des alliés émergeaient. Viktor Orban en Hongrie, avec des leaders de Pologne et de Tchéquie, exprimaient leur solidarité. Ils la présentaient non comme une figure simplement française, mais comme une championne de la souveraineté pour toutes les nations européennes. Orban l'a même qualifiée de défendresse des nations d'Europe, élevant sa lutte en cause continentale. Le drame de ce moment réside dans son contraste. Pendant des décennies, Bruxelles avait essayé d'assimiler le patriotisme à un nationalisme dangereux, peignant l'amour du pays comme une relique d'une époque plus sombre. La rébellion de Marine a brisé ce récit. Elle a déclaré qu'il n'était pas seulement acceptable, mais essentiel d'aimer son pays et de lutter pour ses intérêts. Ce recadrage a touché une corde sensible chez des millions de personnes qui en avaient assez de s'entendre dire que la fierté envers leur patrie était quelque chose dont il fallait avoir honte. Ainsi, sa défiance est devenue plus qu'une dispute politique. C'était un tournant culturel, un soulèvement symbolique de l'identité contre l'homogénéisation.
De Paris à Budapest, la flamme qu'elle a allumée s'est répandue, présentant Marine non seulement comme présidente de la France, mais comme la figure de proue d'un mouvement qui défiait l'idée même de ce que l'Europe devrait être. Pourtant, alors que l'élan montait, l'histoire a pris un tournant dramatique en Allemagne. Selon des contes d'initiés, le chancelier Friedrich Merz avait initialement exprimé une sympathie